Eh bien, je pense que nous allons passer dès maintenant à la seconde intervention. Alors, est-ce nécessaire de présenter Christian Buchet? Je crois que la plupart d'entre vous le connaissent. Non. Oh, mon Dieu. Pourtant, je sais qu'il a des admiratrices dans la salle. Alors, en quelques mots, brièvement, Christian Buchet, directeur du Centre d'études de la mer à l'Institut catholique de Paris, où est organisé, je vous le signale parce que c'est important, un cycle de 11 soirées débats, les mardis de la mer et des Français. Ça a lieu de 17h30 à 19h30. Donc, comme je suis sûre que vous serez enthousiasmés par sa présentation, eh bien, je vous invite à pouvoir continuer en allant assister à ces soirées débats. Alors, il est professeur de la faculté des lettres à l'Institut catholique de Paris, expert environnemental au comité de veille écologique de la Fondation Nicolas Hulot. Là, je pense que ça doit pouvoir vous dire quelque chose. Membre du conseil d'administration de l'Institut français de la mer et membre de l'Académie de marine. Alors, ses recherches portent sur les interactions entre marine, économie et société. Et après avoir animé une chronique environnement sur Europe 1, c'était tous les jours à 7h24, si je ne m'abuse. Il anime, et je vous encourage à y aller, l'écouter, une chronique le mercredi à 7h15 sur Radio... Le lundi à 7h15 sur Radio Notre-Dame. Alors, il a été chargé de mission par Jean-Louis Borloo, et il l'est toujours d'ailleurs, et il a été président du groupe 3 du Grenelle de la mer qui s'est tenu récemment et dont le thème était partager la passion de la mer et l'objectif éduquer et assurer la sécurité maritime. Je vais m'arrêter à ce niveau dans sa présentation pour lui laisser le temps de faire lui-même son exposé. Ce matin, donc, sa communication, comme pour tous les exposés de ces sessions, après un regard franciscain, nous avons un regard d'aujourd'hui. Donc, quels sont les enjeux pour aujourd'hui? Et je lui cède la parole. Merci. Merci beaucoup, Colette. Merci de m'avoir invité. Je tiens à remercier de manière toute particulière le frère Luc Mathieu. Je suis très honoré et très heureux d'être parmi vous ce matin, même si les teneurs de mes propos, je dirais, n'auront pas la même force spirituelle que les propos qui ont été évoqués. J'aurais tendance à vouloir repartir de ce que vous avez évoqué. Je modifierais finalement ce que j'avais prévu de vous dire par rapport à ce que j'ai entendu. Donc, je vous prie d'excuser le caractère de ce fait un peu décousu. J'étais très intéressé par ce que vous avez dit sur le mur. Et j'aurais tendance à dire, l'enclos est définitivement tombé, il n'y a plus de mur aujourd'hui. C'est-à-dire que, à l'époque médiévale, on faisait, hormis ceux qui avaient la chance de vivre une grande aventure, c'était le pèlerinage finalement, où on allait très loin de chez soi. Mais ceux qui n'avaient pas cette chance-là vivaient dans un rayon maximal de 60 km. Et n'étaient pas au courant de ce qui se passait au bout des antipodes. Aujourd'hui, le dernier mur est tombé, et je dirais il y a peut-être d'autres types de murs, mais une autre dimension. Vous avez évoqué cette préfiguration très forte de Saint François qui, dans un monde médiéval finissant, qui n'a pas encore intégré la perspective, ce qui va intégrer la perspective, ça sera en grande partie la Renaissance. J'aurais tendance à dire que finalement nous sommes aussi en train de changer de monde et qu'au-delà de la perspective, nous passons dans un univers tridimensionnel et que les problèmes de l'environnement pris simplement dans une perspective, si vous voulez, de perspective, c'est le cas de le dire, ne donnent pas toutes les solutions. Et c'est là, madame, où je vous rejoins tout à fait en évoquant la nécessité d'intégrer le changement. On ne peut pas, si on extrapole aujourd'hui, ça a été l'erreur absolue du Club de Rome dans les années 1970, tous ceux qui revendiquaient, si vous voulez, une croissance zéro, c'était pas des grands démographes, puisque nous sommes en pleine révolution démographique. Nous avons 3 milliards d'individus de plus sur la planète pour 2050. Nous ne sommes que 6 milliards 2, nous serons 8 milliards en 2025, 9 milliards 1 en 2050. Donc, il faut imaginer que la dimension horizontale liée, si vous voulez, au rapetissement du monde, il y a une dimension verticale qui est liée au progrès scientifique, et j'aimerais m'en faire l'écho, et qui est liée aussi à une nature qui est tridimensionnelle. Il est possible que sur Terre, au niveau terrestre, pardonnez-moi, il n'y ait que la forêt amazonienne qui soit tridimensionnelle. Mais j'aimerais vous parler de la mer, parce que la mer est par définition, par essence, un univers tridimensionnel. Et je dirais, la dernière barrière, le dernier enclos, qui était la mer pour séparer les hommes, n'existe plus. Et ce dernier enclos, non seulement n'est plus un mur, mais est probablement,
est déjà le lien réunissant les hommes et demain le jardin, je ne sais pas si vous l'évoquez dans votre livre, mais je vais le lire, le jardin planétaire où on pourra puiser pour continuer à vivre. Nous sommes à l'orée d'un monde nouveau. Alors ce que j'aimerais simplement vous montrer, enjeu pour aujourd'hui, c'est vous montrer les problèmes de l'environnement aujourd'hui. Ne vous y trompez pas, il y a un réel problème environnemental aujourd'hui. J'y étais lundi au grand congrès de l'IFREMER. On est dans la perspective les plus inquiétantes du GIEC. Bon, tout ça pour ne pas vous affoler, parce qu'il y a des solutions. Je reste raisonnablement optimiste, mais optimiste. C'est dire que nous, chrétiens, nous avons un rôle certainement à jouer. Et vous, franciscains, tout particulier. Je crois que c'est Jean-Paul II qui a fait, en quelque sorte, de Saint François le patron des écologistes. Mais je dirais qu'il y a une course contre la montre, qui n'est pas simplement une question de survie, mais véritablement une réconciliation entre l'homme et son environnement, et à travers son environnement, probablement une réconciliation entre l'homme. Alors, quelques éléments. Comment j'en suis venu à m'intéresser à cette question? À l'origine, je ne suis pas du tout écologue. Je suis historien des universités, CNRS-Sorbonne rattaché à l'Institut catholique, et ma spécialisation, c'était l'insécurité maritime. Et j'avais publié 8 jours avant les Ricard, dont le procès d'ailleurs va commencer, l'appel va commencer demain, un ouvrage à la Sorbonne, et les médias, je dirais, en ont beaucoup parlé parce qu'ils tombaient juste à pic, vous voyez à qui profite le crime. Et ce que j'ai essayé de montrer quand même, c'est que un naufrage, ça passionne. Ça passionne parce que vous avez de superbes images, un suspense terrible, pétrole dérivera pas, les huîtres pour Noël, quand, jusqu'où, etc. Mais j'ai eu l'occasion, j'ai essayé de montrer, c'est typique de la société actuelle, que les marées noires, qu'on ne peut pas nous cacher, par définition, ce n'est que 2,5% de la pollution des mers. Avec mes étudiants, on a montré ça, ce n'est que 2,5% de la pollution des mers. Alors, j'aurais tendance à vous dire, intéressons-nous au déballastage, intéressons-nous aux 2/3 de la pollution des mers. Les voyous de la mer, ils sont pas sur mer, ils sont à terre. L'essentiel de la pollution, si vous voulez, c'est par voie atmosphérique, c'est par le biais des rivières qui amènent les engrais, les métaux lourds, etc. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, la mer est devenue l'ultime poubelle. Et chacun le sait. Et on s'y en accommode d'ailleurs parfaitement, parce qu'on se dit, tant qu'on n'est pas en mesure de mettre nos déchets au fin fond de la Lune ou ailleurs, est-ce que finalement c'est pas au fond des mers que ça gêne le moins? La mer, ça fait penser à l'infini, finalement, il y a un superbe rideau bleu qui se dégage pas, qui se dénude pas tout le temps. Mais ce qu'on ne mesure pas, c'est que la mer a beau être 72% de la surface du globe. La mer n'est pas un infini. C'est-à-dire que la vie se concentre dans les eaux littorales, les eaux bordières, qui sont à la fois le poumon, la pouponnière de la mer. C'est-à-dire que l'activité de l'homme va jouer sur la zone qui est par définition, je dirais, au fondement de la reproduction de la vie. J'ai eu l'occasion de faire pour le gouvernement un rapport qui était les conséquences démographiques de la croissance économique sur le milieu marin. J'ai eu accès pendant 6 mois à un certain nombre de données confidentielles. Je peux vous dire que les mers sont aujourd'hui, même si elles font penser à l'infiniment grand, à une rupture d'équilibre. Et pour vous montrer que ce n'est pas une élucubration d'un universitaire pessimiste, mais qu'il ne l'est pas au fond, si vous prenez la mer Baltique, les pays riverains, les gouvernements riverains, la mer Baltique considèrent qu'elle est, je cite dans l'expression française, cliniquement morte dans le tiers. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément possible de ranimer la vie dans le tiers. Une autre mer est menacée, moins menacée, je vous rassure, c'est la Méditerranée. Pourquoi? Sous l'effet du réchauffement, la faune et la flore traditionnelle de Méditerranée est fragilisée et l'impact de la pollution a un effet absolument décuplé. Pour montrer que le réchauffement, c'est pas une vue de l'esprit, dans la partie orientale qu'on parle d'ailleurs, on l'appelle, les océanologues l'appellent la partie lessepsienne du nom de notre grand Ferdinand qui a fait le canal, eh bien par le canal remontent depuis la mer Rouge des espèces de poissons tropicaux qui maintenant colonisent la partie orientale de la Méditerranée. Donc vous voyez, il y a vraiment un réchauffement. Alors tout ça pour vous dire que il faut aujourd'hui utiliser toutes les forces possibles, qu'elles soient financières, spirituelles. Et on ne dira jamais à quel point les chrétiens, s'ils pouvaient montrer les enjeux environnement, à quel point c'est une autre manière de célébrer la création, de vivre la création, de partager la création, les choses pourraient changer. Trop longtemps, peut-être, le discours d'Église ne s'est pas tourné vers ces questions-là. Vous savez, la sécurité américaine estime aujourd'hui que la menace numéro 1 pour la planète, c'est le réchauffement climatique. C'est dire qu'il y a des enjeux. Alors,
il faut bien voir que, encore une fois, nous sommes dans un monde en pleine expansion démographique. Je vous donne deux exemples, quelques exemples. Vous avez 135 millions de touristes aujourd'hui, chaque année, l'été, sur le bassin méditerranéen. 2025, c'est pas le bout du monde, hein, c'est dans 16 ans. Hein. Il y aura entre 235 et 253 millions de touristes. Comment va-t-on faire si on ne réfrène pas toute la pollution que l'on va mettre vers la mer? Vous avez déjà, ce sera le seul point noir, je serai optimiste, je vous le promets après. Bon, le seul point noir sur les conséquences sur la santé, limitation de la consommation de poissons pour les femmes enceintes dans les mers du Nord, 250 cas de gastro-entérite au niveau mondial, c'est-à-dire que vous avez 5% de chance ou de malchance d'avoir une gastro en vous baignant dans certaines mers, 2,5 millions de cas d'hépatite qui entraînent quand même chaque année la mort de 25 000 personnes, 25 000 restent durablement affectés. Ça, on n'en parle pas. J'ai longtemps travaillé dans des médias, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est ça qui est intéressant. Et quand j'avais fait cette expérience à Europe 1, c'était un deal qui était très clair avec Jean-Pierre Elkabbach, c'était de parler de ce dont on ne parle pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps du politique, le temps de l'information n'est pas le temps de l'environnement. Pourquoi on vous parle des marées noires qui représentent que 2,5% de la pollution des mers? Parce que ça, c'est de l'actualité. Quand vous avez un naufrage, il y a de l'image, il y a du suspense. Bon, et c'est un élément qui tranche. Un phénomène permanent. Pourquoi vous voulez qu'on en parle aujourd'hui? Si, parce que c'est la fête de Saint-François, bonne fête à chacun. Mais on ne va pas en parler demain. L'essentiel de la pollution des mers, c'est l'insuffisance de stations d'épuration. Mais vu que c'est permanent, on ne va pas vous en parler. Alors il faudrait franchement que, oui, ou le jour de Noël, c'est peut-être pas de cirque, le jour où il y a vraiment des effectifs minimums, où on peut anticiper. Quand c'est pas de l'actualité, on n'en parle pas. Et le problème, c'est que les phénomènes structurels, les phénomènes structurants, les problèmes essentiels, on n'en parle pas parce qu'ils sont permanents et donc ce n'est pas de l'actualité. Et si vous voulez, quand on parle de développement durable, j'ai tendance à dire, on n'intègre pas cette dimension. Faire l'environnement, c'est pas parler de tel que de poire, c'est d'essayer de se placer dans la longue durée. Et c'est pas un hasard si finalement un certain nombre d'historiens qui s'intéressent à la longue durée, j'étais en plus l'élève de Pierre Chonu, essayent de voir de quoi demain sera fait. Il faut voir qu'au XXe siècle, la moitié des marais du globe ont disparu. La moitié des forêts de mangroves de la planète ont été éradiquées. Moins 60% au Libéria, moins 70% en Guinée. Bon, Philippines, en 50 ans, on est passé de 450 000 hectares à 120 000 hectares. Bon, j'avance lentement. 70% des espèces de coraux de la planète sont menacées et l'océan s'acidifie. S'acidifie sous l'effet, l'océan nous rend un service fabuleux qui absorbe, si vous voulez, le CO2, mais sous l'effet de l'absorption du CO2, acidification, et on craint même, c'est la Royal Society qui a montré qu'au pôle, à l'horizon 2100, alors 1 n'est pas au pôle, 2 on n'est pas en 2100, les eaux deviendraient tellement acides que les coquilles des ptéropodes, qui sont les coquillages les plus communs, pourraient se dissoudre. C'est-à-dire que la mer n'en peut plus. Et le fait que la mer n'en puisse plus nous montre le problème de fond. Car aujourd'hui, on sait très bien que le problème du réchauffement climatique, c'est peut-être pas tellement le trou à effet de serre que le problème, justement, des courants, des modifications de courants de la mer. C'est dire qu'il est temps de prendre conscience qu'on ne peut plus continuer à vivre et à fonctionner de la même manière. Je quitte la mer parce que j'ai fait mon petit couplet maritime et je voudrais en sortir. Et puis, je sais, ce qui m'a toujours perturbé, qu'il n'y a pas de mer dans la Jérusalem céleste. Ça, c'est problématique quand même. C'est très ambivalent. On avait travaillé à l'Institut catholique, on avait fait l'homme, la santé et la mer. Bon, et le Christ qui marche sur les eaux, c'est la préfiguration de ses résurrections. Donc c'est vrai que l'eau, c'est à la fois le symbole de mort et le symbole de la vie. Donc, mais ça serait intéressant d'ailleurs un jour que l'Église s'intéresse vraiment à la mer. C'était Michel Quesnel qui avait fait à l'Institut catholique, je lui avais demandé de parler des grandes religions monothéistes et la mer. C'est assez étonnant de ce point de vue. Un autre moyen de voir les choses, c'est l'empreinte écologique. On a fait les calculs, il y a 14 milliards d'hectares sur Terre. 14 milliards d'hectares, divisé par la population actuelle, on a 1,9 hectares par tête. Si on veut que la nature se maintienne. Aujourd'hui, on utilise par tête 2,2 hectares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne se satisfait plus des seuls intérêts de la planète, mais on attaque le capital. Encore une fois, 8 milliards en 2025, 9 milliards 1 en 2050. Après, on va baisser probablement. Il y a différents scénarios, mais aux alentours de 8,7, 8,6 milliards. Si je prends la France, un Français utilise pour sa consommation 4,9 hectares. C'est-à-dire que si tout le monde vivait comme nous, 3 planètes ne suffiraient pas. Si tout le monde vivait comme un Américain aujourd'hui, 5 planètes ne suffiraient pas. C'est dire que nos équilibres d'aujourd'hui, pardonnez-moi, mais c'est ce qu'on appelle des équilibres assez instables, si je puis me permettre, en considérant qu'il y a une véritable accélération. Cette situation est probablement la convergence, la concomitance de 4 pics. Un pic démographique. Bon. Vous
Vous savez, sous Napoléon Ier, on n'était qu'1 milliard sur Terre. Bon, on est une croissance démographique de 3% par an, c'est une multiplication par 20 en un siècle. Donc on voit tout l'enjeu. Deuxième pic, c'est la consommation. On consomme de plus en plus, course effrénée à la consommation. Jean Fourassier parlait des 30 glorieuses dans la période de développement entre 45 et 75. On est sorti des 30 glorieuses, qui était d'ailleurs la réalisation de l'objectif du siècle des Lumières. Quand vous lisez Saint-Simon, le comte, pas le duc, c'était tout à fait ça, combiner au mieux les facteurs de production au vu d'arriver à vraiment des éléments importants. Mais aujourd'hui, c'est d'ailleurs intéressant parce que dans sa conclusion, Jean Fourastier disait on a réalisé le rêve du siècle des Lumières et posait cette question, mais l'homme est-il beaucoup plus heureux pour autant? Ce qui est tout à fait intéressant, c'est que tout le débat environnemental est en train de nous faire passer de l'auxiliaire avoir, qui a été évoqué par Patrice, à l'auxiliaire être. C'est pour ça qu'il ne faut pas être... Alors quand on voit tout le monde dire « Oh mais c'est la barbe, l'environnement va dans le mur, laissez-nous tranquilles », mais attendez, non, c'est une chance, c'est une opportunité. Ça dépend comment vous regardez les choses. Ça dépend si vous vous focalisez sur le petit enclos de nos habitudes rétrécies ou si vous prenez l'échelle du monde et si vous descendez dans la mer ou que vous observez la mer à partir du ciel, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités absolument considérables. 4 pics, troisième pic, c'est un pic de pollution. Record absolu, à cause, je dirais, la crise passée par là, mais ça va reprendre de toute manière, puis développement considérable de la Chine, développement économique des pays de l'Est, si bien que les records d'émissions dans l'atmosphère de CO2, les experts du GIEC disent qu'il ne faut surtout pas dépasser 400 ppm partis par million. Bon, on en est à 385 au dernier pointage. On est à la limite, c'est-à-dire qu'on va plus vite que ce qu'on escomptait. Puis quatrième défi, c'est le changement climatique. C'est-à-dire que nous avons, pour la première fois de notre histoire, les conditions ou la nécessité de nous mettre en solidarité si l'on veut éviter que le ciel nous tombe sur la tête, en d'autres termes. C'est un défi absolument considérable. C'est pas un défi écologique, c'est pas simplement un défi politique, et ça, Al Gore, dans le très beau film qui était le sien, l'a très bien montré. Vous comprenez bien que c'est une question morale. Car de tout ça se pose la question, qui va souffrir le plus de tout ça? C'est pas les plus nantis. Ce seront toujours les plus pauvres. Le défi majeur, aujourd'hui, c'est le défi environnemental. Alors, sortons des gadgets. J'en peux plus, moi, des gadgets. Éteindre 5 minutes la tour Eiffel pour sauver la planète, c'est nous prendre pour des imbéciles. Surtout que c'est déstructurer véritablement le réseau d'approvisionnement. Il faut aujourd'hui prendre les problèmes à la dimension de la planète. Bien sûr, l'environnement commence au niveau de nos gestes quotidiens, mais bien prendre le pouls et sortir, je dirais, d'une vision aussi négative qui consiste à dire « je vais dans le mur » parce que certains disent, je vois les étudiants, quitte à aller dans le mur, autant en profiter à plein. Foutu pour foutu, allons-y gaiement. Bon, ceci étant dit, les jeunes sont vraiment sensibles. Je peux vous dire que je me fais vraiment reprendre en permanence par mes enfants. C'est une manière de tuer le père, mais c'est quand même quelque chose. Ce que je veux dire par là, c'est que d'ici 2030, il faudrait diminuer par 80 nos émissions à effet de serre. Si on le veut vraiment, on le peut, il y a même un chiffrage, il faudrait consacrer 200 milliards de dollars. 200 milliards de dollars, ça équivaut au 6e seulement des dépenses d'armement. Bon, il n'est pas de question non plus de supprimer les dépenses d'armement. C'est pas aussi simple que ça. Bien évidemment, nous allons vers un équilibre instable parce que le prix du pétrole ne va cesser d'augmenter, ne vous y trompez pas, d'ailleurs il a fortement augmenté depuis 3 mois, et il y a aussi une mauvaise gestion des choses. Je parle clairement, en disant clairement ce que je pense. Pour la première fois aujourd'hui, la filière alimentaire est en concurrence avec la filière énergétique. Parler d'agrocarburants, c'est une folie. Pas besoin de sortir d'avare pour comprendre que dans un monde aux ressources limitées, avec une pression démographique considérable, utiliser des plantes pour en faire de l'énergie, ça pose des problèmes. Un exemple très simple. Dans la région de Sao Paulo, le prix de l'hectare a augmenté de 113% en un an. Qu'est-ce qui se passe? Vu que certaines de ces plantes, on peut les faire qu'au sud, l'élevage qui se trouve au sud est reporté vers le nord, et ainsi de suite. Et cet élevage reporté vers le nord aboutit à la déforestation de la forêt amazonienne. C'est un exemple parmi d'autres. C'est-à-dire que si l'on veut aujourd'hui y arriver, il faut certainement un vaste plan. Au niveau, je dirais, international, c'est un peu l'objet du protocole de Kyoto, c'est aussi un plan au niveau, je dirais, des États. Et c'est vraiment prendre conscience de ça. Alors, je voudrais
reste évoquer 2 défis stratégiques. 2 thèmes, si vous voulez, qui sont marquants. Vous montrons pour chacun d'eux qu'il y a des problèmes, mais en même temps, on a les solutions. À condition de lever la tête, je dirais, du mur mental. Parce qu'aussi, il y a un univers, il y a des clôtures mentales. C'est le défi de l'énergie et c'est le défi de l'alimentation. Le défi de l'énergie, j'évoquais un instant, surtout ne mettons plus en concurrence la filière énergétique et la filière alimentaire. Le pétrole, aujourd'hui, quand Christophe Margerie explique qu'on a quasiment atteint le stade, bon, il sait de quoi il parle, il n'y en a plus pour 35 ans. Alors je vous rassure, ça fait 15 ans qu'il n'y en a plus pour 35 ans. C'est-à-dire que on découvre à peu près chaque année autant de pétrole que l'on en consomme. Mais attention, ce pétrole, on va le chercher de plus en plus profondément dans les mers. Vous savez, l'offshore profond, c'est définition telle qu'elle a été donnée il y a une dizaine d'années, c'est tout pétrole exploité, foré en dessous de 300 mètres. 300 mètres, c'est pas terrible, hein. Aujourd'hui, on va chercher à 2000 mètres. Je vais vous dire qu'en termes de coût, ça sera pas pareil. Donc ne comptez pas là-dessus pour que le prix du pétrole baisse. C'est tout à fait illusoire. Donc on se dit, on va chercher autre chose. On va aller du côté des schistes bitumineux. C'est quoi? C'est des espèces de sable. Alors on retire, on rase des forêts, on creuse des mines. Après, on doit sortir le sable, etc., l'enrichir, le raffiner. C'est 3 fois plus polluant que le pétrole. Donc allez là-dessus. Oui, ça marche. Oui, on peut faire du business. Les Canadiens y vont. Bon, mais c'est très dangereux pour la planète. Ce n'est pas responsable. Vous parliez beaucoup de propriété privée, mais le 22e siècle, ça va bouger. Que se passera-t-il s'il y a vraiment une montée brusque des eaux? Vous ne croyez pas qu'il y aura des endroits, il va y avoir certainement prise de ces bandes littorales par les États pour réorganiser, je dirais, une évacuation arrière. On va vers des systèmes assez intéressants. 2 pistes pour vous montrer qu'il y a des solutions au niveau de l'énergie. Vous avez d'abord le solaire, et on n'est qu'au début d'une véritable révolution. Vous savez, si on peut capter 10 minutes de l'ensoleillement solaire, ça pourrait satisfaire tous les besoins de l'humanité pendant 1 an. Le problème, c'est que ce n'est pas avec nos panneaux solaires d'aujourd'hui qui font penser aux vieux téléviseurs des années 1950. En sachant que les matériaux coûtent de plus en plus cher et que certains de ces panneaux sont démontés et utilisés. On a noté que 0,3% de la surface du Sahara, si on l'utilisait pour faire de l'électricité des panneaux solaires, satisferait tous les besoins électriques de l'ensemble des pays du Maghreb, de l'ensemble des pays africains bordiers et de l'ensemble de l'Europe. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas... C'est beaucoup plus rentable de faire du solaire au Sahara, pardonnez-moi, qu'en Espagne ou à Lille. Bon, vous me direz qu'il y a une déperdition à peu près de 5% par 1000 km, mais quand même c'est intéressant. Après, il y a des questions géopolitiques. On ne va pas forcément se mettre dans une question de dépendance vis-à-vis de certains pays que nous ne maîtrisons pas politiquement. Mais c'est dire qu'il y a des solutions. C'est dire que dans le schéma actuel, on va dans le mur, mais si on fait sauter tous les enclos, si on considère que le quad c'est la planète Terre, pardonnez-moi, en intégrant la mer, là pour le coup, on n'est pas encore de la Jérusalem céleste, eh bien là, nous avons tout un tas de possibilités. Le photovoltaïque explose, je passe, mais pour vous montrer à quel point on va évoluer. On commence à penser qu'on va aller vers des peintures solaires. Ah, je vais vous faire rêver. C'est-à-dire qu'on va utiliser des nanotubes, des nanofibres. Dans l'épaisseur d'un cheveu, on pourrait caser jusqu'à 50 000 microfibres. C'est-à-dire qu'on va avoir des capteurs. Alors, au lieu d'avoir votre beau vieux panneau solaire qui n'est pas beau en plus, là, vous allez peindre tout ce qui est peint peut être un capteur solaire. Donc, bien sûr, c'est pas 15% de rapport, mais 5% de rapport. Mais vu la surface que vous allez faire, vous allez avoir la lumière solaire. Et on travaille même sur des nanotubes à infrarouge pour permettre aux régions qui sont souvent comme la Bretagne, vous voyez, couvertes par des nuages, de capter la lumière solaire, la luminosité à travers les nuages. Donc c'est dire que, oui, si on extrapole avec nos connaissances techniques d'aujourd'hui et qu'on se met 3 milliards de plus, on se dit mais on va dans le mur. Si on fait confiance à l'homme, si on fait confiance à la création, si on a un autre regard sur les choses, si on a un regard sur le jardin planétaire, eh bien dans ces conditions, oui, on peut surmonter les problèmes. Vous avez la géothermie. Paris, on a une chance folle en France, les gros centres urbains sont sur des centres où il y a de la géothermie. On va l'utiliser de plus en plus. Bon, une installation pour 140 mètres carrés, c'est 22 000 €. Bon, enfin, je vais pas vous faire la publicité, vous avez le crédit d'impôt, vous avez tout un tas de choses. Bon, c'est dire qu'il y a un certain nombre de choses. Le bois, on le redécouvre. Mais c'est très bien. Alors le bois, c'est pas forcément la bûche qu'il faut tourner, etc. On vous fait du bois en petite, avec des chaudières à bois qui maintenant sont automatiques. Le bois, c'est très intéressant parce que l'arbre va consommer du CO2.
Et l'arbre, pardonnez-moi, il faut les couper, mais les arbres vont consommer surtout du CO2 en pleine croissance. Donc on a intérêt à planter des forêts, les couper pour replanter du neuf, parce que plus ils sont en croissance, plus ils vont absorber le CO2. C'est-à-dire là on pourra vraiment parler nos frères les arbres et nos amis les forêts, parce qu'elles vont véritablement jouer un rôle de co-création, un rôle d'harmonie nouvelle dans tout ça. Et nous avons en plus en France, pardonnez-moi, un bois à profusion, puisqu'on a la même surface forestière qu'au Moyen-Âge, qu'à l'époque de François. On a la 3e surface forestière d'Europe, donc on pourra aller bien plus loin. Bon, on pourrait utiliser également, vous savez, le lisier. Là, il faudrait développer la méthanisation, en Bretagne notamment, ça faciliterait les choses. Je voudrais vous faire citer un exemple qui est intéressant, ça me fait plaisir de le citer ici, c'est l'exemple des moines de l'abbaye cistercienne de Tamier, qui se chauffent quasi gratuitement grâce au petit lait de leur fromage. Vous savez que le fromage fabrique une substance toxique qui est le lactosérum, qu'on appelle petit lait, qui est très polluant. Donc, compte tenu de la réglementation, les moines avaient externalisé l'évacuation de ce petit lait. Ça coûtait de plus en plus cher, augmentation du prix du transport, etc. Donc, l'entreprise qui évacuait ce petit lait demandait de plus en plus cher. Et un frère, le frère Nathanaël, pour ne pas le citer, a eu l'idée d'utiliser un méthaniseur, c'est-à-dire finalement de récupérer ce petit lait, le faire fermenter, et avec le gaz, ça chauffe toute l'abbaye. Résultat des courses, en 4 ans, il a réussi à parvenir à une économie de fuel de 6 720 € et il ne pollue plus. Vous voyez, il y a tout un tas de solutions. Puis bien sûr, vous avez les énergies marines. J'évoquais le pétrole offshore. Alors vous me direz, il y a les éoliennes. Oui, moi, je suis pas chacun ses goûts. Moi, je suis pas un fan des éoliennes. Alors l'idée, c'est de les mettre en mer parce qu'on n'en veut plus à terre. Bon, le problème, on les met en mer, on va pas les mettre en pleine mer parce qu'il faut quand même raccorder tout ça et puis que le fil électrique revienne. Donc c'est vrai que c'est quand même si vous les mettez un peu loin, vous les voyez parce qu'elles sont 2 ou 3 fois plus grandes que celles qu'on met à terre. Bon, mais il y a d'autres solutions. Il y a des hydroliennes. L'hydrolienne, c'est sous l'eau. Vous voyez rien, vous pouvez faire passer le coup de mairie dessus, il n'y a aucun problème. Ça tourne à 6 km/h, donc ça vous n'allez pas hacher menu les poissons, et a priori, il n'y a pas trop de problème. Les Anglais sont très en avance, notamment en Manche. Bon, on a les mêmes côtes qu'eux. C'est rentable à partir d'1 mètre 75 secondes. Nos courants font entre 2,2 et 2,5. Le front-veur fait 5 mètres secondes. Donc c'est très rentable. Bon. Mais en France, non, on n'y est pas. C'est compliqué parfois la France. Ça, c'est de la sociologie de l'organisation. Mais très honnêtement, vous avez un syndicat des énergies renouvelables qui visait à développer les énergies renouvelables en France. Il a réussi à obtenir à ce que EDF donne 30%, consente à ce que 30% de notre électricité soit produite par le renouvelable. Et qui s'est arraché la part de gâteau? L'éolien et le solaire. Et ils ne veulent pas nouveaux entrants parce qu'un nouveau domaine d'entrée, ça serait diviser le gâteau en 3 et non plus en 2. Donc maintenant, toutes les lignes sont inversées. C'est EDF qui se débrouille pour faire venir d'autres sources d'énergie renouvelables très menaçantes pour les premières, parce que le vent, il n'a pas tout le temps. Le soleil, il n'a pas tout le temps, même si je vous parlais des nanotubes infrarouges. Tandis que l'hydrolienne, il y a toujours le courant marin. Vous avez plein de choses font les mers. Vous avez les usines marémotrices. Alors, il ne s'agit pas de faire comme l'usine de la Rance, parce que ça coûterait trop cher. Mais en mer, il y a tout un tas de réseaux de boudins. Chaque boudin est sur un rivet et en bout de ligne, en quelque sorte. Tout ça ramène des possibilités. Vous avez quelque chose qui est extraordinaire, qui sera appelé à se développer. C'est l'énergie thermique des mers. L'énergie thermique des mers, pas pour la métropole, mais pour tout ce qui est, par exemple, dom-tom, toutes les régions tropicales qui manquent d'électricité, qui manquent d'eau. L'énergie thermique des mers, c'est jouer sur le différentiel de chaleur entre les eaux de surface et les eaux profondes. Si vous avez plus de 20 ou 22 degrés, vous alimentez une turbine qui va vous produire de l'électricité. En plus, ce brassement des eaux sera extraordinairement positif pour faciliter la reproduction, si vous voulez, du plancton et du microplancton. L'intérêt de tout ça, c'est que dans des zones un peu tropicalisantes, si vous voulez, ou dans des zones où il fait chaud, on peut avoir de l'énergie gratuite dans des zones géographiques où il y a un manque d'eau. Donc la mer va vous donner l'énergie et l'eau salée qu'on pourra dessaler grâce à l'énergie thermique des mers. Il y a des problèmes qui ne sont pas encore réglés, parce que le dessalement d'eau de mer va vous donner beaucoup de saumure. C'est pas dans ces régions, on a besoin de sel, vous m'avez compris, pour déneiger. Bon, donc, qu'est-ce qu'on va faire de ça? On rejette tout dans l'eau. Ça pose des problèmes, là encore, en termes de perturbation du milieu marin. Mais c'est dire, c'est une piste à explorer, en tous les cas. Vous avez également l'énergie osmotique, qui consiste, si vous voulez, à jouer sur le différentiel de poids entre l'eau douce et l'eau salée. Donc, à travers des filtres, l'un communique sur l'autre, ça crée un mouvement. Bon, le problème, c'est pas au point, parce qu'il faut des super énormes membranes, mais on réfléchit, on essaye de travailler sur le développement de membranes nouvelles. Donc, c'est dire qu'il y a tout un tas de solutions. Puis, vous avez les algues.
les algues pourraient fournir 300 fois plus de biocarburants que les agrocarburants. Et là, ça ne serait pas, ou pas encore, en liaison, si vous voulez, en concurrence véritablement avec tout ce qui est agrocarburant. Voilà donc un premier défi stratégique, l'énergie. Vous voyez que c'est pas simple, qu'il y a des solutions. Le tout, c'est de ne pas continuer à avoir nos habitudes. Vous parlez d'enclos mentaux, mais je crois que le poids des habitudes, le poids des lobbies, si vous voulez, parfois peut être problématique. Il faut vraiment aller au-dessus de ça. Deuxième défi stratégique, c'est l'alimentation. C'est pas simple, l'alimentation. C'est pas simple et c'est essentiel. C'est pas simple parce que croissance démographique. C'est pas simple parce que croissance démographique dit plus grande densité au kilomètre carré. Et surtout, vous avez un problème qui est le problème de la désertification. Alors le problème de la désertification, comprenons-nous bien, c'est pas l'avancée du désert. C'est le fait que les terres s'appauvrissent. À force de les cultiver en permanence, les terres sont sans repos et elles deviennent arides ou semi-arides. Elles deviennent de plus en plus dures. Quand il pleut, l'eau ne s'enfonce plus mais ruisselle. Le ver de terre que vous évoquiez tout à l'heure, frère, eh bien, ils sont sacrément importants. Et il y a péril dans la demeure, si je puis me permettre. Parce que le ver de terre, son rôle premier, c'est d'aérer la terre. Il fait des galeries. Grâce à lui, l'eau va pouvoir s'infiltrer. Vous aérez votre maison, il faut bien aérer la terre aussi. Donc, la disparition, l'effondrement des vers de terre est aujourd'hui en train de contribuer à la désertification. Chacun son travail. Le ver de terre a son travail. La destruction du ver de terre, c'est une ignorance, c'est de l'obscurantisme de la part de l'homme. C'est-à-dire que la science a vertu, véritablement, madame, vous êtes beaucoup plus compétente que moi sur ces questions-là, il y a vraiment vertu à enseigner les choses. Et donc, déjà dans le monde, vous avez 250 millions de personnes qui subissent les effets de la désertification. Encore une fois, pas les effets de l'avancée du désert, mais l'effet du fait que les terres rapportent de moins en moins. Bon. Et si rien n'est fait, dans les années 2025, c'est le tiers de la population mondiale qui va être affecté. Ce qui a été dit récemment, c'est que le tiers des terres cultivables pourrait disparaître en Asie, en Afrique et 1/5 en Amérique du Nord si on continue à avoir le modèle agricole qui est le nôtre. Alors je sais bien, dès qu'on commence à parler de l'agriculture, etc., c'est compliqué, chacun va défendre ses intérêts corporatistes. Mais sortons le nez du guidon. Le problème de l'environnement, vous le comprenez bien, on n'aime pas le changement. Parce que le changement, on n'aime pas choisir des fois aussi parce que c'est fatigant, on n'aime pas le changement parce que c'est traumatisant, c'est vrai, sans doute. Hein. Mais en même temps, sortons la tête du guidon. On a tous ce sentiment qu'il y a un tournant, mais on continue la tête dans le guidon. Bon, c'est ce que Nicolas Hulot parle du syndrome du Titanic, mais regardons devant, regardons la durée, le développement durable, c'est ça. Hein. Alors je ne sais pas si c'est une belle appellation développement durable, je finis par me dire, est-ce qu'on ne devrait pas l'appeler développement désirable? Ça serait plus positif en termes de communication. Bon, nos sœurs les abeilles. On va en parler, parce que aussi c'est négligeable. Alors, je ne reviendrai pas sur les mouches, parce que je ne devrais pas contrarier la pensée de saint François sur ce qui a été dit sur les mouches et les souris. Donc je parlerai que des abeilles. Bon. Vous constatez aujourd'hui un effondrement en perspective de la pollinisation. Tout simplement parce que vous avez un effondrement mais catastrophique de la population d'abeilles. Le gag aujourd'hui, c'est que les abeilles vivent mieux en ville qu'à la campagne. Elles aussi sont en plein exode rural. Bon, ça ne sera pas non plus sans conséquence. Alors bon, il y a plusieurs solutions, plusieurs pistes qui ont été avancées. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les abeilles, elles contribuent à la pollinisation de 80% des espèces cultivées en Europe. Il n'y a que les céréales qui ne sont pas sous cet effet-là. Et de 76% de la pollinisation opérée dans le monde. Et vous avez un problème associé, c'est pas simple, c'est la disparition des fragrances de fleurs. Un collègue de l'Université de Virginie a montré ça. Les molécules de parfum. C'est là que vous allez vous sentir brimé par rapport à l'époque de François. Les molécules de parfum à l'époque de François devaient faire 2 ou 3 kilomètres. On devait pouvoir ferrer nos sœurs, les fleurs à 2-3 kilomètres. Aujourd'hui, c'est 200 à 300 mètres. Vous me direz, c'est pas gênant, parce que de toute manière, ça sent plein de choses, donc c'est pas plus mal que l'olfactif disparaisse. Mais attention, ça pose un problème pour les abeilles. Les insectes ont de plus en plus de mal à se repérer dans l'espace pour trouver ce qu'elles veulent. Alors certains chercheurs, mais tout chercheur au début est complètement ubuesque, on arrive à se demander s'il ne faudra pas un jour parfumer les fleurs pour faciliter le travail aux abeilles. Hein, mais vous voyez, on est quand même soumis à des problèmes assez intéressants, parce que bien cercle vicieux, pas de fleurs, moins d'abeilles, moins de fleurs. Mais moins de pollinisation, 76% des plantes, des espèces, ou 80%.
Donc bien sûr, tout ça se traduit pour le consommateur par une augmentation en termes de prix, tout ça se traduit en termes financiers, tout ça explique bien des choses. Autre élément, la viande. Passionnant, la viande. Aujourd'hui, dans le monde, vous avez 1,3 milliard vaches. Pardonnez-moi du peu. J'ai rien contre ces bêtes. J'ai fait quelque chose un jour là-dessus. J'ai le syndicat des éleveurs qui m'est tombé dessus. Il ne s'agit pas de faire disparaître les vaches, surtout pas nos vaches, qui sont magnifiques, qui sont belles, qui nous rendent bien des services, etc. Bon. Mais le problème est le suivant. C'est qu'une vache va jusqu'à émettre jusqu'à 600 litres parfois de méthane par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ensemble d'1,3 milliard vaches dans le monde provoque plus d'émissions de gaz à effet de serre que l'ensemble du transport mondial. Non. Le problème, c'est qu'en 2025, on sera à 8 milliards. Et compte tenu du fait qu'on désire avoir de plus en plus de protéines. Bon, et c'est pas parce qu'on mange bien qu'on va dire aux autres, écoutez, respectez vos habitudes alimentaires, le soja et le riz, ça fait 2000 ans que vous fonctionnez comme ça, vous pouvez tenir encore 1000 ans. Hein. Donc, face aux besoins estimés en protéines de viande, il nous faut 2 milliards de vaches en 2025. Mais vous ne les caserez pas, vos 2 milliards de vaches. Par rapport à la désertification, par rapport, si vous voulez, tout simplement, désertification, et puis au fait qu'en termes de gaz à effet de serre, alors bien sûr, on fait des recherches, etc., sur les kangourous, etc., qui sont des ruminants sans provoquer des émissions de méthane, mais c'est dire qu'il y a des problèmes. Tout ça pour vous dire, eh bien, tournons-nous vers la mer. Vous avez, c'est un jardin extraordinaire, complètement vierge, la dernière nature sauvage, vous voyez, il y a encore ça. Hein, vous avez dans la mer des algues comme les roficées qui ont jusqu'à 67% de protéines sur pois sec. Hein. C'est dire qu'on peut trouver un certain nombre de solutions. Il y aura certainement une évolution agricole qui sera assez étonnante dans les années qui viennent. Un écologue américain a développé l'idée de faire des fermes gratte-ciel. Ça fait sourire, mais c'est pas si intéressant. 20 fermes gratte-ciel satisferaient les besoins de New York. Je vous explique comment ça marche. Il faut bien voir que 80% des terres cultivables de la planète sont déjà exploitées. Les cultures dans ces gratte-ciel seront hydroponiques, c'est-à-dire que hors sol. On n'a pas besoin de terre, pardonnez-moi, pour avoir des cultures. Donc, on fera de l'élevage, c'est 200 mètres de hauteur, l'élevage, reproduction, etc., des gallinacées au début. Plus haut, on fait les cultures hydrophoniques, c'est-à-dire il y aura simplement des petits sachets avec des oligo-éléments. Les rendements, c'est entre 3 et 5 fois supérieurs à ceux qu'on peut avoir dans la terre. Des parois en verre ou de matériaux spéciaux font que protéger de la grêle, protéger des intempéries, donc vous avez infiniment de rendement. Et dans ces conditions, une ferme de 200 mètres d'eau de 30 étages est prévue pour nourrir 50 000 personnes. Une ferme qui sera complètement autosuffisante au niveau énergétique. Une ferme qui va complètement assurer son traitement des eaux, aucune conséquence écologique, et qui va permettre au cœur des villes de réintroduire, c'est l'exode maintenant de la campagne à l'intérieur des villes, c'est une succession sans fin. On aura sur place ce que nous consommons. L'avantage, ça va dégager une grande partie de la surface terrestre pour une reconquête de la nature et aussi pour faire face, si vous voulez, aux besoins démographiques. C'est-à-dire, vous voyez, nous sommes probablement en train de sortir d'une agriculture extensive. Le problème, c'est que là, je vous parle de l'objectif en ne tenant pas compte, si vous voulez, du trait au milieu. Il y a, vous savez, là aussi, c'est ce que j'essaie de montrer aux étudiants, mais vous pourriez mieux en parler que moi, Colette, nous sommes quand même dans un sous-développement gustatif aussi aujourd'hui. Je ne vous parle pas la domestication de la tomate. Aujourd'hui, il y a une tomate, la tomatine Repno, qui est quasiment universelle parce qu'elle est géniale, fruit de manipulation. Elle ne mûrit jamais. On peut la garder jusqu'à 3 ou 4 semaines. C'est celle qu'on trouve le plus communément dans tout ce qui est grande distribution. Elle n'a aucun goût. C'est parce qu'on lui demande, elle est rouge quand même. Bon, elle a quand même... vous savez, face à un Louis XIV qui reconnaissait 27 espèces de poires, on ne sait même plus, j'ai fait un test avec mes étudiants, quels sont les fruits de saison. Un yaourt, pour en manger, souvent, tout ce qui est nécessaire pour sa production, ça représente quasiment 10 000 km parfois. Donc c'est dire qu'il faut redécouvrir les fruits et légumes, il faut redécouvrir la pomme de terre. Des études ont montré qu'aujourd'hui, si on utilisait davantage la pomme de terre, ça permettrait de lutter contre la malnutrition. Parce que 150 grammes de pommes de terre couvrent la moitié des besoins d'un adulte en vitamine C. Et c'est riche en vitamine B1, B2, B3, etc. Bon. Un développement fulgurant de la pomme de terre peut aussi modifier les choses. Dernier problème, l'eau. Je l'ai déjà évoqué en disant qu'effectivement, on pourra certainement dessaler l'eau de mer. C'est dire qu'il y a un certain nombre de solutions. Je terminerai par cela, même dans les pays chauds, vous voyez. Aujourd'hui, on va utiliser l'eau profonde qui remonte facilement. Vous mettez une paille dans un verre d'eau, le fond de l'eau va monter au niveau du haut de la paille. Donc, si vous voulez, il suffit qu'une toute petite pompe après, on va pouvoir utiliser l'eau froide pour refroidir la terre dans certains endroits.
et accentuer, si vous voulez, le rendement de la terre. C'est-à-dire que vous voyez, pour terminer, je crois que nous sommes vraiment face à un défi. Un défi moral, un défi qui touche profondément l'être. Est-ce qu'on va continuer à nous placer dans l'avoir? Ça interroge les philosophes. Est-ce que l'avoir générait plus de bonheur? Est-ce qu'il ne faut pas retrouver l'être? C'est-à-dire que modifier profondément les choses, et de toute manière, les choses se modifient à l'avenir. Il y a des bouleversements profonds qui se préparent. Face à ces bouleversements, il y a deux attitudes. Celle de la peur, la politique de l'autruche, ou alors, je dirais, garder l'optimisme, je dirais continuer à être des co-créateurs. Car finalement, et c'est ce que vous évoquiez tous les deux, l'homme a sa part de responsabilité. L'homme est probablement confronté au plus grand défi que l'humanité n'ait jamais connu. Alors vous allez me dire, on est peut-être mal né, mais peut-être qu'on est bien né, parce que c'est sacrément intéressant. Je dirais, en fonction de notre agir d'aujourd'hui, en fonction de nos relations, de l'harmonisation qu'on est capable d'avoir ou ne pas avoir, c'est toute la Terre demain qui peut être viable ou qui peut être un immense bazar. Je dirais, pour reprendre votre livre, aux sources du jardin, de l'enclos au jardin planétaire, le jardin planétaire, il est ouvert aux dimensions de la planète, mais il n'est pas encore cultivé. L'homme a donc un devoir de co-création absolument essentiel. C'est la première menace qui pèse aujourd'hui sur le genre humain. C'est une véritable opportunité pour une nouvelle manière d'être. Et je crois que l'Église, les chrétiens, l'Église catholique, les franciscains en particulier, ont un rôle énorme à jouer. Il ne faut pas hésiter à envahir tous les podiums. On en est derrière tout ça, vous savez, je crois, on le voit à travers le développement durable dans les entreprises, c'est une autre manière de vivre ensemble. C'est une autre manière, c'est prendre du recul aussi par rapport aux choses. Tout ce qui monte converge, disait Teilhard de Chardin, mais je dirais, de ce point de vue aussi, le développement durable est une véritable opportunité. Et je crois que je travaille à l'Institut catholique, il est vraiment important que l'Église occupe tous les champs de l'activité. Surtout, et pardonnez-moi de rebondir encore sur votre livre, je ne comptais pas le dire, mais vous m'en donnez l'occasion, j'ai modifié ce que je voulais dire, ça ne ressemble pas à ce que j'avais prévu, mais sortons de nos jardins clos. Que l'Église ne reste pas repliée sur elle-même, que l'Église ne reste pas repliée sur des gens proches d'elle, que l'Église aille en terre de mission, en terre, si vous voulez, sauvage. Je crois qu'on est à un tournant, nous sommes tous à un tournant, pardonnez-moi, mais votre ordre est un tournant, l'Église est un tournant, les défis sont colossaux, et c'est peut-être pas plus mal parce qu'il faut aussi qu'on se réveille. Je vous remercie. Merci Christian pour cet exposé plein de dynamisme, de fougue et qui, je sais, nous a tous passionnés. Effectivement, l'homme a une responsabilité et je souhaiterais citer, petite phrase, qui est la suivante. L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement des moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. Alors certains d'entre vous savent peut-être quand a été écrit ce texte et par qui? Non? Eh bien, c'est en 1820 par Lamarck. Donc le problème n'est pas nouveau. Dans l'encyclopédie, Diderot parlait déjà des pluies acides qui intervenaient dans l'est de la France parce qu'on brûlait de la lignite et du charbon qui contenaient trop de soufre. Donc le problème n'est pas nouveau. Peut-être, et ça vous l'avez magnifiquement souligné, nous sommes à une époque où la population croît, où les besoins croissent, et où l'homme a peut-être perdu un petit peu ce contact avec la réalité et les rythmes
de la Terre et de notre, quand je dis Terre, c'est notre planète. Et c'est pas uniquement l'élément solide. Et je pense, comme l'a rappelé Patrice tout à l'heure, nous sommes inscrits dans l'espace et dans le temps. Alors, nous avons parlé tout à l'heure, vous l'avez recité, du terme jardin planétaire. Je crois qu'il faut rendre peut-être à César ce qui lui appartient. En l'occurrence, c'est au paysagiste Gilles Clément qui a créé ce concept pour la première fois en 1995 et qui a fait beaucoup d'écrits à ce sujet. En fait, Gilles Clément, donc paysagiste, envisage d'une part la diversité des êtres sur la planète et le rôle gestionnaire de l'homme face à cette diversité. Et peut-être certains d'entre vous se souviennent de l'exposition qui avait eu lieu dans la Grande Halle de la Villette dans les années 1999-2000, où il y avait effectivement beaucoup de présentations qui montraient cette diversité, ou entre autres, et ça c'est intéressant, il y avait, je m'en souviens, des enregistrements de bruits divers provenant de forêts tropicales. Et du coup, on découvrait tout un monde secret. Vous avez parlé de l'importance des vers de terre. Bon, François n'en a pas parlé parce qu'à l'époque, on ne les connaissait pas. Mais toute la microflore, toute la microfaune du sol, dont on ne connaît, bien sûr, on est loin de connaître toutes les espèces, de connaître toute la diversité, eh bien, sont absolument indispensables, mais ils sont comme les franciscains, c'est minores, hein, ils sont tout petits, ils sont cachés, et ça ne les empêche pas d'être très actifs et surtout d'être indispensables à la vie. Alors, je ne voudrais pas prolonger, je voudrais simplement peut-être conclure disons à la suite de votre exposé, que vous nous avez montré à la fois les dangers, nous allons dans le mur, il est temps de relever la tête. Des solutions ne sont possibles que s'il y a d'abord une prise de conscience, je pense qu'elle est en train de se faire, et surtout une synergie dans les actions humaines et dans un cadre de créativité qui soit consciente. Et je voudrais prendre un exemple dans le domaine qui n'est pas très biologique, mais qui est celui des programmes internationaux satellitaires, puisque j'ai quelques connaissances sur ce sujet. Eh bien, qu'est-ce que l'on observe ? C'est que les scientifiques dans ces domaines de très haute technologie travaillent ensemble. Il y a des collaborations franco-japonaises dans le programme Godet sur la couleur des océans. Le programme Globe Color fait intervenir la France, l'Université de Plymouth. Nous avons aussi des coopérations au niveau européen par le biais de l'Agence spatiale européenne, l'ESA. Et donc, je pense peut-être que les scientifiques, dans la mesure où ils sont en amont, et c'est pas parce que l'on connaît des choses qu'on est conscient de tout savoir. Au contraire, plus on connaît de choses et plus on sait qu'on ne sait rien. Et donc, de ce fait, peut-être cette modestie a peut-être favorisé des collaborations qui, sinon, n'auraient peut-être pas pu apparaître. Et je pense que cette modestie et cette humilité dans ce que nous sommes est quelque chose d'absolument indispensable si nous ne voulons pas aller dans le mur. Voilà. Donc, merci pour cette intervention et je pense que nous avons le temps pour une ou deux questions. Il y avait une main qui se levait. Oui, madame. Dans le fond, j'ai peut-être du mal à voir. Non, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Oui. Merci beaucoup pour votre intervention qui nous interroge et nous provoque. J'ai été très sensible tout récemment au problème des agriculteurs et surtout à ceux qui ont déversé le lait et qui ont dit leur colère. Alors, je pense qu'on est dans un problème européen et je me dis, qu'est-ce que l'Europe déjà peut mettre en place sur un changement par rapport à tout ce qui est agroalimentaire? Est-ce que déjà, nous, on a des propositions concrètes, on peut faire quelque chose? Bon, on voit continuellement des colères des agriculteurs
en France en tout cas. En Allemagne aussi, ils se sont joints. Et je me dis, c'est vrai que comme ça, quand on écoute, on est interrogé, on ne sait pas trop. On peut se culpabiliser aussi. On se dit que faire. Et je me dis, est-ce que l'Europe aujourd'hui peut être une chance dans le changement? Bien. Christian, vous... C'est pour vous. Je peux répondre qu'au niveau personnel, en donnant peut-être un exemple. Personnellement, je suis convaincu que l'Europe est une chance absolue. Il n'y aurait pas l'Europe au niveau environnemental, on serait très en arrière. Il n'y aurait pas l'Europe au niveau financier, on aurait peut-être été encore plus loin sur certains éléments. Donc l'Europe donne une certaine régulation. L'Europe remet à plat la politique agricole commune, mais bien sûr, toute remise à plat suppose une perturbation du mur. On n'aime pas les murs, on aime bien être sécurisé. Vous savez, je prends l'exemple de la pêche que je connais particulièrement bien. La Commission européenne ne cesse de dire l'essentiel pour la pêche. Mais nos ministres, qu'ils soient de l'agriculture ou de la pêche, c'est le même d'ailleurs, ils sont pris en étau entre ce que veut la Commission. Elle va dans le bon sens, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas des idées technocratiques, ça ne marche pas aussi comme ça, c'est un peu une caricature. Et nos ministres sont pris de l'autre côté, en porte-à-faux avec les pêcheurs, les agriculteurs. Donc c'est toujours un compromis politique, parce que c'est comme ça que ça marche. Donc nos ajustements se font lentement. Toute la question, c'est de savoir s'il ne faut pas aller plus vite. Donc si vous posez la question, est-ce que l'Europe, c'est un handicap ou un avantage? Heureusement qu'il y a la politique européenne. Et parfois, il arrive que nous soyons en retard par rapport à cette politique européenne en France, sous la pression de tout un tas d'éléments sectoriels que je peux comprendre. Mais il faut prendre le pouls du changement et s'y adapter. Autrement, ça sera infiniment plus brutal. Donc c'est l'éternel problème du temps, et on retombe dedans. Qu'est-ce qu'on fait? On gère le temps ou après moi le déluge? C'est un petit peu ça. Nous avons le temps pour une autre question? Oui. Ah, dans le fond. Peter? Merci beaucoup. J'ai une question pour Christian. J'ai trouvé son discours assez ambivalent. D'un côté, il a évoqué des horreurs et des menaces que donne la trouille à tout le monde. Peut-être il nous empêche à dormir bien. D'autre côté, il a plusieurs fois fait allusion à des solutions qui existent. Après tout, il disait qu'il reste optimiste parce que pour tous les problèmes, si j'ai bien compris qu'il évoque, il semble penser qu'il y a des solutions. Donc ma question est, quels sont les mécanismes principaux qui empêchent que les solutions existantes sont en effet utilisées et implémentées? Quel empêche notre société d'utiliser les solutions connues pour adresser les problèmes qui menacent l'existence de notre Terre? Et ensuite, que pouvons faire nous pour aider à l'implémentation de ces solutions existantes? Merci pour cette double question, qui est difficile. Je ne suis pas sûr de pouvoir y répondre. C'est pas simple, effectivement. Qu'est-ce qui empêche tout ça? Je dirais, ça dépend si on regarde le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et pourtant, on se situe au même point de départ, finalement. Il y a 5 ans, l'environnement était considéré comme un gadget. Je suis étonné par l'évolution qu'il y a eu, à commencer par notre pays, qui n'était pas très en point dans le domaine, sur l'environnement. En 5 ans, je trouve personnellement, c'est une source d'optimisme pour moi, de voir que l'homme a la capacité de s'adapter. Sur la mer, on n'en a jamais autant parlé que depuis 6 mois. Maintenant, on en parle régulièrement. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience qui fait que les choses vont aller de plus en plus vite. D'un autre côté, j'ai marqué l'ambivalence des choses. Oui, il faut changer. Donc le constat, si on continue, on va dans l'iceberg. Il faut changer, mais on n'a pas encore toutes les solutions. Le problème, c'est qu'on a trop tardé, je dirais pendant des années, à aller vers des solutions de substitution. Je vous donne un exemple très précis. Le transport routier. Nos routes sont saturées, elles seront encore plus saturées. Bon. On a décidé de monter les autoroutes de la mer. D'ailleurs, on y retravaille. Il y en a une qui a été montée, qui a fermé malheureusement il y a quelques mois. C'est Toulon-Civitavecchia. Civitavecchia est en avant-port de Rome, si vous voulez. Bon. Le problème, c'est que c'était moins coûteux de passer par la mer, 40% d'économie, et on va moins vite. Et pourtant, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez le poids des habitudes, parce que ça supposerait une réorganisation du transport routier, non plus les mêmes chauffeurs de bout en bout, mais des
des ruptures de charge. Donc vous voyez, la logique économique, la logique même du temps ne suffit pas, même quand elle va dans le bon sens, parfois à provoquer des changements. Donc je suis confiant parce qu'il y a une accélération. Je suis confiant en voyant les jeunes, de voir à quel point ils sont conscients de ça. Ils m'inquiètent par plein d'autres aspects, mais de ce point de vue-là, si vous voulez, c'est une source d'optimisme. Mais encore une fois, jouons à fond la carte de la recherche. C'est relativement nouveau tout ça. Nous payons aujourd'hui le tout autoroutier. Nous payons, vous savez, on pourrait le dire, il y a des aberrations. Prenez par exemple l'agriculture. Le bio aujourd'hui, elle vend en poupe. On consomme du bio. C'est bien. Le problème, c'est que le bio, il y a une demande supérieure à l'offre. On fait venir notre bio d'Allemagne. Donc ce qu'on garde en faisant du bio, on le dénature de par le transport à l'émission de CO2. Pourquoi ? Parce que la France, grand pays agricole, dans les années 1990 ou 1970, n'a pas fait un tournant vers une politique équilibrée. Donc aujourd'hui, on est en train de payer des erreurs, je dirais, un peu monocausales. Bon. Pas de voie fluviale. Pourquoi ? Parce qu'on a mis le tout autoroutier. Donc il y a le réseau Freyssinet Grand Cabaret qui est à peu près entretenu par l'État. Les réseaux secondaires dont on aurait grand besoin aujourd'hui sont à un tel état que l'État veut s'en débarrasser en donnant ça aux régions. Les régions disent « Ah non, nous on n'en veut pas vu les travaux qu'il y a à faire ». Donc si vous voulez, vous avez une torpeur qui est considérable. Je dirais que derrière tout ça, et là on arrive à des sujets qui fâchent, des aspects plus politiques, le temps de l'environnement n'est pas celui du politique. Moi je rêve personnellement, je vous le dis, d'une société où on puisse faire qu'un mandat et 2 mandats successifs maximum. Que le temps, que l'énergie mise à vouloir durer soit mise au service de faire quelque chose. C'est-à-dire rester non pas par la durée, mais rester par la qualité de ce qu'on aura fait. Ça, je crois que c'est vraiment important. Le problème, c'est qu'au niveau politique, pendant longtemps, c'est plus le cas parce qu'il y a une dramatisation, mais pendant très longtemps, pousser les élus ou les ministres à faire telle mesure en faveur de l'environnement, oh, bah écoutez, c'est une décision lourde pour un résultat qu'on verra dans 10 ans, je serai plus là. Donc autant satisfaire les revendications contemporaines, le conjoncturel, l'actualité. Nous ne gérons plus le temps. Le développement durable, c'est intégrer l'espace, c'est intégrer le temps. Aujourd'hui, nous sommes dans l'immédiateté des choses, c'est-à-dire dans le manque de recul. Et c'est pas vraiment ce qui caractérise, de mon point de vue, ce que doit être l'espèce humaine.